on va approfondir ce que c'est exactement que l'enfant intérieur et aussi savoir de quoi on parle. C'est un terme, Steve, qui revient très souvent, qui est de plus en plus usité en matière de thérapie, l'enfant intérieur. Oui, c'est un terme qui a été inventé, trouvé par Jung, qui était un élève de Freud, et qui a développé cette notion de l'enfant intérieur, qu'il appelle aussi l'éternel enfant ou l'enfant divin. Et donc, pour lui, c'est cette part, cet enfant qui reste en nous, même si nous sommes devenus adultes, et qui a besoin qu'on s'en occupe, qu'on l'éduque aussi, dans le sens où on prenne soin de lui pour pouvoir l'aider à grandir d'une façon saine, d'une façon qui soit une sorte de correction, d'amélioration dans la façon dont le corps a grandi, dont nous avons grandi. C'est-à-dire qu'arrivé adulte, cet enfant qui est toujours vivant en nous, eh bien, a besoin que nous devenions son parent pour pouvoir nous en occuper avec l'amour, la bienveillance et la compréhension surtout dont il a besoin. Qui n'est pas en chair et en os. On est là beaucoup dans le symbole, oui, c'est ça, quand on parle de l'enfant intérieur. Alors, c'est l'un des archétypes. Jung, c'est aussi le théoricien des grands archétypes. C'est un archétype, c'est-à-dire c'est une image, mais qui a une sorte de réalité, je dirais, énergétique, une réalité subtile dans l'inconscient collectif et dans l'inconscient de chacun d'entre nous pour Jung. Et cet enfant, il a deux aspects, on pourrait dire comme ça. Il a premièrement cet aspect donc une dimension un peu sombre dans le fait qu'il soit un enfant qui peut être blessé, avec un besoin de guérison, mais fondamentalement cet enfant pour Jung, c'est ce que nous sommes essentiellement. Il y a vraiment cette dimension spirituelle dans l'approche psychanalytique de Jung, où finalement cet enfant c'est un peu la racine, c'est la source de ce que nous sommes, et tout le but du travail et de cette éducation qui serait plus un soin à cet enfant, une attention à cet enfant, c'est de lui permettre de s'éclairer, de s'illuminer en s'occupant de ses parts blessées, d'être en mesure de le rassurer, de lui montrer qu'il est compris, pour pouvoir l'amener à redevenir ce qu'il est essentiellement, c'est-à-dire un plein potentiel de vie et d'énergie. L'enfant intérieur avec Steve Taillamé ce soir sur Martinique la première jusqu'à 21h. En quoi c'est important d'ailleurs en thérapie quand on parle d'enfant intérieur ? Alors c'est vrai que l'enfant intérieur, qu'on le nomme ou pas dans une séance, en réalité il est toujours présent. Parce que on a fait une émission sur les 5 blessures de l'âme, les 6 blessures de l'âme, et on a bien vu à quel point l'enfance c'était le moment où se cristallisait, où nous c'est vivions. C'est le départ, des racines, on peut dire aussi origine. L'origine, effectivement. Le début. Et ce début, il commence même avant la naissance, puisqu'il y a aussi un vécu intra-utérin. Et donc, finalement, dans toutes les séances thérapeutiques, à travers l'adulte auquel on va s'adresser, l'adulte qui vient avec ses addictions, ses dépendances, ses problématiques psycho-affectives, sa difficulté à trouver sa place professionnellement ou dans sa vie familiale, et bien derrière, ou je dirais au tréfonds de cet adulte, se cache cet enfant, et à un moment ou à un autre, et c'est quasiment tout le temps, même si le dialogue tel quel avec l'enfant intérieur ne se fait pas à chaque séance, mais on a toujours cette reconnexion avec ce qu'on appelle des mémoires, c'est-à-dire des souvenirs, pas des souvenirs intellectuels, mais des traces, même dans une approche holistique, psycho-corporelle aussi. Eh bien, là, on va contacter des choses qui relèvent de l'enfant intérieur. Et ce travail aussi
en thérapie, ça amène à une acceptation de soi aussi, à une compréhension de soi, puisque par exemple quelqu'un qui vient par rapport à des addictions, à des dépendances ou autres, eh bien en fait par exemple recontacter les manques de cet enfant intérieur qui a manqué par exemple, qui a été en carence affective, en carence d'attention par exemple, ou dans un sentiment de manque profond, eh bien ça peut être un grand détonateur d'aller contacter cet enfant, parce que dans, par exemple, la thématique de l'addiction, de la dépendance, il y a une grande culpabilité qui peut venir, et dans le cadre d'une thérapie holistique, eh bien aller contacter cet enfant qui est en nous, ce qui a toujours le sentiment d'avoir besoin, d'avoir la tétine, d'avoir quelque chose de substantiel pour combler un vide, eh bien ça déculpabilise et ça désamorce aussi, puisque en fait c'est là qu'on voit que Jung est un élève de Freud. Ce qui est inconscient nous domine, ce qui devient conscient perd de sa puissance. C'est exactement ça. Alors là, vous dites que l'enfant intérieur, ce qui est important en thérapie, c'est de pouvoir toquer à la porte de cet enfant intérieur pour savoir qu'est-ce qui le constituait à un instant T, pouvoir l'interroger, pouvoir lui poser un certain nombre de questions, créer un dialogue aussi avec lui, afin d'élaborer un certain nombre de souvenirs, toutes ces mémoires qui sont enfouies. Ça revient aussi à comprendre comment était cet enfant intérieur à l'époque, puisqu'on sait que par exemple les enfants, quand ils sont plus petits, ils ont un certain nombre de rêves, réalisés ou pas, quand ils deviennent adultes, et quand on revient à cet enfant, on a des réponses. Voilà, on a un certain nombre de réponses qui peuvent permettre de comprendre pourquoi on est arrivé à ce stade, pourquoi on est à ce stade aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, ce que je voudrais dire, juste, c'est vrai que ce dialogue, ça a l'air un petit peu bizarre comme ça, mais dans un état de ce qu'on pourrait appeler transe hypnotique ou état sophronique, donc dans lequel quelqu'un est quand il est avec un thérapeute holistique qui l'accompagne, c'est vraiment un dialogue et ce sont de réelles images qui apparaissent. C'est-à-dire que il y a on va vraiment avoir une vision de cet enfant qui va apparaître, et c'est là que ce qu'on est vraiment dans la thérapie jungienne, c'est-à-dire que cet archétype va vraiment prendre une image. Il y aura un souvenir qui va revenir, qui va se présenter, ou simplement on va percevoir cet enfant dans une position, dans une situation, dans un lieu, et ça dépend de chacune des personnes, et surtout ça dépend de comment cette personne a été en contact ou pas avec son enfant intérieur. Et il y a des réponses qui vont venir aussi. Ça fait partie, c'est vrai que je pratique beaucoup le dialogue avec ce que j'appelle les sous-personnalités psychoactives, les subpersonnalités. L'enfant intérieur en est une essentielle, et il y a un véritable dialogue, parce que quand dans un certain état on va contacter ces instances, eh bien on va avoir des pensées, on va avoir des émotions, on va avoir des réactions dans son corps qui vont nous apporter des réponses. Et beaucoup de personnes au début, quand on commence à faire ce travail de reconnexion avec cet enfant intérieur, pour en prendre soin et pour le délier, eh bien très souvent une des images typiques, c'est que cet enfant il est comme dans le fond d'un placard, tout simplement, dans une position recroquevillée, tout rabougri. Et c'est un exercice très puissant dans le cadre de séances. Ça peut arriver avec certaines personnes que de réellement prendre cet enfant et le laisser sortir, lui permettre de sortir, d'aller prendre l'air, d'aller jouer. Il y a des enfants... C'est ça, parce qu'à un moment, cet enfant intérieur, il est complètement enfoui. On ne sait même plus qu'il existe, on ne sait même plus s'il est là, ou même s'il a existé. C'est à travers la thérapie, à travers ce soutien, voire même cet accompagnement avec le thérapeute, qu'on arrive à comprendre pourquoi il est essentiel, puisqu'on pourrait considérer que l'enfant intérieur, c'est l'essence même de l'individu. Il est essentiel de le faire ressurgir. Oui, de lui donner le droit aussi d'être visible, d'être perçu. En fait, c'est tout à fait vrai ce que vous disiez, c'est que grandir,
Et il y a des personnes chez qui ça commence très tôt. Grandir, c'est mettre son enfant intérieur au placard. Il y a des enfants de 7 ans à qui on dit tu n'es plus un enfant. Tu es grand maintenant, tu es une petite sœur. Ouais, plein de trucs comme ça. Ou ça peut être même très tôt. On peut être un enfant même parentifié par rapport à un père ou une mère. On doit prendre des responsabilités, on ne doit pas être dans l'émotionnel. On ne peut plus être un enfant tout simplement. Et puis bien sûr, ça s'accentue à l'adolescence. Et finalement, être un adulte, c'est finalement ne plus être un enfant. Et ça me fait penser à un philosophe, Descartes, on a vraiment... on est dans notre société assez rationaliste et Descartes, très cartésienne. Eh bien, la vision que Descartes a de l'enfant, c'est un état qu'il faut dépasser absolument. Et finalement, il aurait peut-être même presque mieux fallu ne pas avoir été un enfant, parce que être dans l'enfance, c'est être dans l'erreur, dans l'illusion, dans tout ça. Et on porte beaucoup ça dans nos sociétés, et c'est pour ça qu'en fait nos enfants intérieurs sont tout contorsionnés. Et pourquoi ? Parce qu'aussi les enfants intérieurs portent des traces de choses que nous n'avons pas envie d'aller contacter, et que c'est d'ailleurs l'intérêt d'une thérapie, parce que très souvent, même en tant que thérapeute, on n'a pas la force, on n'a pas l'envie d'aller le contacter tout seul. Parce que l'enfant a des choses à nous dire que on a appris à réprimer, à ne plus aller regarder, parce que c'est insupportable. Nous parlons de l'enfant intérieur avec Steve Taillamé, thérapeute holistique. Or que l'enfant, par rapport à ce que vous nous avez dit depuis le début, est quand même synonyme de joie, de bonheur, de spontanéité. Il n'y a pas vraiment quand on parle d'enfant, certes, il y a une réflexion qui va prendre forme au fil du temps de son développement, mais l'enfant, il joue, il s'amuse, il rigole, il est dans sa pleine position d'enfant, et c'est ce qu'on nous demande, je dis nous, c'est ce qu'on nous demande de réfréner, d'enfouir simplement, or qu'au contraire, cette joie, on en a besoin, cette folie aussi, quelquefois l'enfant a un peu de folie, des rêves peut-être inaccessibles pour certains, mais pas pour lui, qu'il arrive quand même à transformer dans sa tête, quand il raconte des histoires. Vous avez déjà entendu un enfant qui raconte des histoires quand il est seul, mais c'est extraordinaire, bien sûr. C'est formidable, des fois on reste pantois quand il imagine plein de choses, et d'ailleurs c'est là qu'il construit ses rêves pour quand il deviendra adulte. Il veut être pompier, il veut être vétérinaire, il veut être docteur, etc. Alors, c'est synonyme de joie, et pourtant on nous empêche, entre guillemets. Et alors c'est vrai que ces deux aspects, je vais rebondir sur ce que vous disiez, il y a vraiment cette opposition entre l'imagination et la raison. Et c'est vrai que l'enfant est dans cette pulsion de l'imagination, de la créativité, dans un monde, parfois dans des mondes qui ne correspondent pas au monde que les adultes ont choisi auquel les adultes ont choisi de donner du poids. Et on va juger du possible ou de l'impossible, mais surtout ce qu'on oublie, c'est que justement c'est cette dimension de la vie qui est une dimension ludique, qui est une dimension de richesse intérieure, de monde intérieur, que justement on apprend à réprimer pour se conformer en tant qu'adulte à une réalité extérieure qui serait plus valide. Alors qu'il y a cette phrase très célèbre de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est que réellement, toute grande créativité, même scientifique, repose sur une imagination. Les grands ingénieurs, les grands inventeurs, Jules Verne, il a parlé de choses qui étaient de l'ordre de la science-fiction quand il écrivait ses romans, et puis finalement c'est devenu une réalité. Et donc, cette répression... la plupart passent par le rêve. Bien sûr. Les grands ingénieurs de ce monde, ceux qui ont créé d'ailleurs l'ordinateur, tout ce qu'on a aujourd'hui, ils sont passés par le rêve. Et donc, cette répression de l'imaginaire de l'enfant et de cette légèreté apparente, de cette forme d'irrationalité, correspond effectivement à une sorte de doxa, une sorte de répression dans laquelle on est quand on pense que devenir adulte,
c'est devenir raisonnable, rationnel et raisonnable. D'ailleurs, on entend arrête de faire comme un enfant, Voilà. grandis un peu. Grandis un Même peu. à un adulte, on peut le dire. Tout à fait. C'est ça, comme si être un enfant, c'était une forme d'handicap, un boulet, au contraire. C'est ça. Ce n'est pas ça. Et alors, vous parliez de doxa, c'est ça, selon vous, qui empêcherait à cet enfant intérieur de vivre, de se montrer, d'exulter? Oui, tout à fait. Et puis l'enfant, il a une sorte d'anticonformisme, il est lui. L'enfant ne cherche pas à ressembler jusqu'à un certain âge à quiconque. Et bien ce n'est pas tout à fait compatible avec une vie en société où on a plutôt tendance à attendre qu'on rentre dans des cases. Et donc ça fait partie des choses qui font que, oui, effectivement, on nous apprend à réprimer. Mais au-delà de ça aussi, il y a cette répression de tout ce qui relève de la sensibilité et de l'émotivité, où l'enfant va vivre des choses, des situations, des maladresses de la part des adultes qui sont parfois plus ou moins maltraitants, faut quand même le dire, par ignorance, par reproduction de ce qu'ils ont vécu. Et ce qui fait que on va réprimer cet enfant, c'est qu'on va apprendre soi-même à cadenasser la sensibilité de cet enfant pour ne pas, avoir à déranger les autres en exprimant ce qui est dérangeant. Parce qu'aussi, plus on grandit aussi, plus on croit que être fort, et c'est un petit peu ce qu'on est amené à croire, être fort, c'est ne pas ressentir. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui sont incapables, très difficilement en mesure, et ils ont besoin d'être accompagnés. Et quand vous dites ressentir, c'est ne pas être à l'écoute de soi, c'est aussi ça? C'est finalement ne pas être à l'écoute de cette part de nous, qui est cet enfant intérieur, qui, lui, cet enfant est vulnérable, non pas faible, mais vulnérable dans le sens où il ressent de plein fouet. Mais on peut cadenasser profondément ce ressenti profond et vivre à partir de la tête, à partir de la rationalité, à partir dans une sorte de dissociation vis-à-vis de soi-même, qui fait que finalement cet enfant, quand après on fait ces exercices, ces visualisations, ces ressentis, l'enfant peut être même limite cadenassé dans le noir, quoi. C'est une symbolique très forte qui remonte, où finalement ce qui a été donc réprimé, c'est, comme vous disiez, c'est quelque chose d'essentiel en nous. Et c'est là que bien des symptômes, puisque le symptôme est là pour montrer ce qui est étouffé, des symptômes physiques, psychologiques, émotionnels vont émerger, parce que c'est cet enfant-là qui tape à la porte, parfois à partir de certains symptômes de malaise. Et le libérer, c'est quelque chose qui va déclencher un véritable processus de guérison, mais dans lequel on a besoin d'être accompagné, parce que cet enfant, une fois qu'on l'a recontacté, et je parle vraiment d'une reprise de contact très concrète, il a besoin encore d'être accompagné, parce que il est dans un parcours de résilience. Et quand je dis il, c'est nous, en tant qu'adultes, mais nous qui avons réinvesti, retrouvé, reconnecté avec des parts de nous, cette part de nous qu'on nous a appris à réprimer. Vous êtes en train aussi de finalement nous décrire la puissance de l'enfant intérieur, qui peut amener à une transformation inattendue pour l'individu et inattendue pour son entourage aussi. Il y a une espèce de force qui émane quand on parle de l'enfant intérieur. Dans cette notion de l'enfant intérieur, c'est vraiment cette idée de racine, de souche, de germe. Et effectivement, c'est puissant. Et quand on parle par exemple de la nécessité de s'aimer soi-même, de la nécessité de s'estimer soi-même, par exemple, ou dans une certaine mesure, de se prioriser, dans le sens de ne plus être dans le sacrificiel ou dans l'autodestruction, le sabotage, eh bien, ce que j'ai constaté, c'est que ces choses-là, ces notions-là ne peuvent être, dans la plupart des cas, intégrées par la personne, par nous, que par le truchement de l'enfant intérieur. C'est-à-dire que, par exemple, pour quelqu'un qui a l'habitude de ne pas savoir poser ses limites et qui a l'habitude de se laisser déborder dans des relations parfois
très toxique, voire abusive, par exemple, eh bien, ce que cet homme ou cette femme ne sera pas en mesure de faire pour lui ou elle-même, elle va le faire pour l'enfant intérieur qu'elle aura recontacté. Comme un parent pour ce qui, en lui ou en elle, a besoin d'être protégé. Et c'est en apprenant, j'accompagne, ça peut être une clé que je peux donner, que je donne souvent, c'est si tu n'es pas capable de le faire pour toi, fais-le pour cet enfant. Fais-le pour cet enfant qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin d'être protégé, qui a besoin d'être respecté, qui a besoin de dire non, parce qu'en fait, ou de dire oui, parce que en fait, c'est beaucoup plus facile de le faire pour cet enfant. Et donc c'est vrai que c'est un détonateur puissant dans le cadre d'une thérapie que de recontacter cet enfant, d'autant qu'il est seul en nous qui a cette pulsion de vie. Hein, cette force de vie qui est ce germe, cette énergie, et c'est d'ailleurs pour ça que Jung l'appelait l'enfant divin, parce qu'il a cette force. Le fripon divin. Alors le fripon divin, c'est un des aspects de l'enfant intérieur, c'est le côté espiègle de cet enfant intérieur. Et parfois ça peut être très utile pour certaines personnes de contacter, puisque c'est vrai que l'enfant intérieur, il a plusieurs visages, hein. Il a son caractère, aspects, voilà. Et un des aspects, c'est l'aspect fripon. Donc, le fripon, c'est celui qui fait des bêtises, des espiègleries, qui n'est pas dans la volonté de plaire. Et pour certaines personnes, qui n'est pas conformiste. Et pour certaines personnes, c'est une étape essentielle de contacter le fripon, hein, l'espiègle. Parce que ça va être pour des personnes qui auront été dans des carcans toute leur vie, jusqu'à arriver à un moment où ils vont en être malades même. Eh bien, c'est ce petit enfant espiègle qui n'en a rien à faire, que ça soit interdit ou pas interdit, ou de ce qu'on va dire de lui, qui va permettre à la personne de faire sauter des verrous qu'elle ne va pas faire sauter si elle est dans une forme d'identification à un adulte, avec son métier, avec son statut, avec sa position familiale, sociale, etc. C'est cet enfant-là qui va, disons le mot, faire comme sa petite crise d'adolescence, qui va permettre à des personnes de recontacter une pulsion de vie qui sera beaucoup plus forte que le reste. Quitte à, effectivement, ne pas être raisonnable ni rationnel. Mais en général, il n'y a pas de risque, parce que l'adulte, de toute façon, il est tellement dans les clous qu'il n'y a pas de risque que ça sera trop débordant. Ça va être juste une énergie, un aspect, donc cette instance en nous de l'enfant va pouvoir nous donner la puissance, la force qu'on peut voir dans l'adolescence, où on prend des décisions, où on fait certains coups sans vraiment réfléchir. Nous parlons de l'enfant intérieur ce soir avec Steve Tailamé, thérapeute holistique, l'enfant intérieur dénué de tout parasitage. Et c'est peut-être bien de pouvoir revenir à ce qu'il était au départ, au commencement de la personnalité ou de l'individu qui va se créer pour la suite, pour le temps qui va rester. C'est cette image que vous êtes en train de dépeindre depuis les débuts de cette émission, en tout cas pour la première demi-heure. À cet instant, vous pourrez composer le 0596 63 23 23 pour poser vos questions. Et puis n'oubliez pas qu'il y a la ligne WhatsApp 17 88 60 mis à votre disposition afin de nous faire parvenir vos questions, vos réflexions par rapport à notre thème de ce début de semaine, l'enfant intérieur. On écoute Marie-Josée Ali avec le titre Madame. Et puis après, on revient avec Steve Tailamé, notre invité. In my dream today, 63 23 23 Drive Back. Et nous sommes de retour pour la suite de l'émission sur l'enfant intérieur. Steve Tailamé, vous êtes thérapeute holistique, aussi agrégé de philo et de lettres. Nous parlions tout à l'heure de cet enfant intérieur qui apporte beaucoup dans la vie de chaque individu, qui peut être comme une base, comme un socle pour prendre appui, une espèce de tremplin pour démarrer dans la vie. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce serait bien qu'on ne puisse pas l'oublier, qu'on ne puisse pas le mettre dans un coin. Vous parliez tout à l'heure
intérieur, et cette image est assez forte, de ce placard tout noir, on pourrait retrouver cet enfant intérieur. Une cave parfois où il fait froid, où il n'y a pas vraiment de vie. Or que l'enfant intérieur a besoin de vivre, a besoin de lumière, a besoin de joie, a besoin de bonheur. On peut encore trouver d'autres mots qui pourraient venir... de reconnaissance, d'attention, de soin. D'attention. Et il a besoin de s'exprimer aussi. D'évolution aussi. Oui. Et il permet la transformation de l'être, de la personne. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a trop, en mettant aux oubliettes cet enfant intérieur, on croit grandir, on croit devenir un adulte, alors qu'en réalité, tant qu'on est un adulte qui est incapable de laisser s'exprimer ou d'aller juste regarder, dialoguer avec cet enfant, on est un adulte en situation de handicap émotionnel et psycho-énergétique aussi. Et ce que Jung explique bien, c'est que devenir adulte, c'est aller prendre cet enfant par la main. Devenir adulte, c'est nécessairement devenir le parent de son enfant intérieur. Et c'est là qu'il y a toute une dissonance, une discordance, parce que on croit que devenir adulte, c'est renier cet enfant, alors que cet enfant, alors qu'en fait cet enfant qui reste emprisonné, c'est une part de nous qui reste un enfant malade. Et nous devenons un masque, un personnage qui fait semblant d'être équilibré, alors que tant que cet enfant est complètement cadenassé, nous sommes en fait en état de surprotection permanente, de déni aussi, et en fait nous sommes très fragiles. Parce qu'en fait le travail de reconnexion avec l'enfant intérieur, c'est un travail où on va amener cet enfant à grandir. Il va pas rester un enfant timide, il va devenir un enfant, cet archétype de l'enfant dans sa pureté, bon, il va toujours être jeune, mais quand Jung dit qu'on va l'éduquer, c'est bien qu'on va l'aider à grandir. Grandir comment ? Grandir en maturité émotionnelle, c'est-à-dire non pas en reniant les ressentis, les émotions et les blessures, mais en étant en mesure de les voir et cet enfant de les accepter. Et donc c'est vraiment cette notion que devenir adulte, c'est accepter non pas d'être fragile mais vulnérable, parce que vous avez raison, cet enfant il est très fort. Vous avez un enfant avant l'éducation, un bébé, si vous entendez la façon dont il crie et même un enfant, la force qu'il peut déployer, c'est très puissant. Et vous avez un psychanalyste qui s'appelle Moussa Nabati, il a écrit un livre qui s'appelle Le bonheur d'être soi, qui est vraiment un livre que je recommande, Le bonheur d'être soi, de Moussa Nabati, où il parle de la dépression infantile précoce. La dépression infantile précoce, comment elle advient ? C'est avec l'éducation, alors une éducation plus ou moins maltraitante, mais vraiment il y a tout un panel de maltraitance. L'éducation vient pervertir, s'il fallait que je choisisse ce mot. L'éducation vient, selon comment elle est faite, bien sûr, mais vient étouffer cette, je vais employer un terme freudien qui est un peu galvaudé, cette libido, c'est-à-dire cette force de vie, cette force de vie que l'enfant a et qui peut être étouffée jusqu'à ce qu'on ait un enfant intérieur, qu'on soit déjà un enfant dépressif. Mais ça n'a pas la même forme qu'un adulte, donc on va passer pour un enfant capricieux, grognon, etc. Mais on grandit avec un enfant dépressif en nous. Cette dépression infantile précoce crée les adultes dépressifs ou plein de troubles psychosomatiques, plein de névroses plus tard. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique, faut quand même qu'on le dise. Oui. Ouais, mais tout ça pour dire quoi ? C'est que ce que cet auteur met en évidence, c'est que ce qui est réprimé, c'est la force de vie d'un enfant qu'on a étouffé, à qui on a empêché d'exprimer cette puissance. Et justement, cela nourrit cette croyance que c'est en devenant adulte qu'on devient fort et que l'enfant est fragile. Mais pour Jung, et la thérapie holistique, ça repose beaucoup sur ça, il s'agit d'aller recontacter une force originelle puissante qui est là, qu'on pourrait en termes spirituels parler de la puissance de l'âme,
de la puissance de l'âme avant les blessures, avant les chocs traumatiques, qui permet justement d'assurer ce qu'on peut appeler la résilience. C'est cette force-là. Ça permet aussi de dépasser un certain nombre de blocages, voire même de problématiques du quotidien. Oui. Un quotidien parfois difficile quand on est adulte. Oui. Le regard que l'on a, ou par exemple qu'un enfant peut avoir, et cet enfant intérieur, avec cette façon d'imaginer les choses, avec plus comment on va dire ça, de rêverie, de fantasmagorie, etc., permet de dépasser ces difficultés du quotidien. Alors, c'est très intéressant parce que un des traits de cet enfant essentiellement, et que l'on peut retrouver à mesure qu'on en prend soin, c'est la capacité de s'émerveiller et d'être dans la joie et dans la gratitude. Et cet émerveillement, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'un adulte qui guérit de ses blessures émotionnelles, de ses peurs, de ses blocages, de ses protections, parce que son enfant intérieur justement a retrouvé, on l'a aidé à retrouver cette légèreté, cette joie essentielle, est dans dans une vibration, dans un état d'être où il va être beaucoup plus positif, évidemment. Beaucoup plus sensible à la nature, à la vibration. L'imagination, vous en avez parlé oui, tout à l'heure. Mais même à des choses très concrètes, à la relation à l'autre, à s'émerveiller même d'un sourire dans la rue, à s'émerveiller même d'un bonjour, d'un merci. Vous voyez, de cette spontanéité qu'on a quand on est enfant, et qu'on perd en devenant adulte, ou quand quelqu'un vous sourit dans la rue, vous vous demandez ce qu'il vous veut. Qui s'efface quelquefois littéralement. Tout à fait. C'est ça, oui, c'est ça. Oui. Et donc l'enfant intérieur, c'est ça, c'est cette forme d'innocence qu'on appelle vraiment au sens profond, cet émerveillement qui fait que on va pouvoir traverser des journées différemment. C'est abstrait comme ça, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que quand l'enfant vibre beaucoup plus, cet enfant qui est dans cette énergie, on est dans une autre fréquence, on est dans dans un autre état psychique. J'aimerais quand même juste un petit point comme ça sur le côté, quand on parle quelquefois du régressif, c'est pas le côté régressif, c'est-à-dire que quand un adulte aime les barbes à papa, aime les bonbons, aime les situations où on retrouverait plutôt un enfant qu'un adulte, c'est pas ça, on n'est pas dans une situation de régression. Non, on n'est pas dans du régressif, puisque le régressif, alors il y a deux aspects dans l'enfant intérieur, il y a le régressif et puis il y a le régénérant, on va dire. Bon, donc clairement, quelqu'un qui est dans du régressif, c'est quelqu'un qui a un enfant intérieur qui prend un petit peu le contrôle, mais de façon un peu maladive, parce qu'il a tellement été réprimé que ça peut arriver, et que du coup on est dans quelque chose de déséquilibré. Mais le régressif de l'enfant intérieur, c'est aussi quelqu'un qui va être extrêmement jaloux, extrêmement possessif, extrêmement nerveux. Ça aussi, c'est du régressif. C'est que l'enfant, là, il explose. Il veut tout à tout prix, il veut tout, Donc, il n'a pas de limite. Voilà, donc le régressif, c'est à la fois, effectivement, je suis un homme enfant, une femme enfant, je ne prends pas mes responsabilités, donc là, on comme peut l'histoire être de Peter Pan, on peut être dans du pathologique, toute sa vie. Mais le régressif, c'est aussi, j'ai un poste important, je suis une femme qui assure, et puis, mais par moment, parce que cet enfant, et puis par moment, cet enfant, il explose. Et là, on peut être dans du régressif aussi à ce niveau-là. Et justement, c'est d'où l'intérêt d'accompagner cet enfant en nous pour ne plus être dans du régressif, mais pouvoir être dans cette régénération grâce à cet enfant qui est guéri. Alors, par contre, on peut, en exercice personnel, s'accorder 5 minutes régressifs par jour. C'est très simple, ça peut être 5 minutes dans la joie, l'émerveillement. Je suis là dans mon jardin et je vais regarder ce qui m'entoure comme si j'avais 5 ans. Ça,
c'est assez puissant. Cet exemple que vous donnez, c'est quoi? C'est suivre une petite fourmi tout le long de son parcours, son chemin. Oui. Les enfants aiment faire ça, hein, ils aiment regarder. Oh, la petite fourmi, etc. C'est ça. C'est des choses aussi simples que ça. Dans la balade que je fais régulièrement, aujourd'hui, tiens, je vais la faire comme si c'était la première fois. Comme si j'étais un enfant qui découvrait la mer, qui découvrait les choses. Ce sont des choses qui permettent des reprogrammations, qui permettent de reprogrammer, de recontacter quelque chose. Ce genre de choses-là, il y a des petits trucs comme ça où on peut justement accorder un petit moment à cet enfant intérieur. Ça peut être je chante comme un fou dans ma chambre, comme un ado de 10 ans. Je peux danser, réactiver tout ce qui aura été, des choses qui auront été réprimées. Ce sont des exercices qui peuvent être intéressants, des exercices pour soi, qui peuvent permettre justement de reconnecter. Parce que ça, ce qu'on est en train de faire là, ce que je conseille là, c'est une façon en termes énergétiques, c'est une façon de remonter sa vibration. Plutôt que d'être dans le sérieux ou, vous savez, cette espèce d'état d'esprit bof, où on ne va forcément que voir le négatif. L'enfant, en général, quand il est bien, il voit le positif. Il n'est pas dans une énergie grognante d'insatisfaction. Mais est-ce qu'il a vraiment un regard polaire, c'est-à-dire, ou voire même bipolaire, c'est-à-dire, est-ce qu'il sait que c'est négatif ou positif? Non. Justement. Très souvent, il est neutre, il est dans une neutralité. C'est très intéressant, oui. Et même, je dirais qu'il est aussi dans l'instant présent. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que reconnecter à l'enfant intérieur, pour les personnes qui sont vraiment dans un chemin spirituel, dans une quête spirituelle, il y en a. C'est vraiment un catalyseur d'éveil. Parce que si vous décidez de vivre avec un cœur d'enfant, vous êtes forcément dans une forme de compassion, d'amour, mais aussi vous êtes dans une forme de non-jugement, d'acceptation, mais aussi vous êtes dans une forme de présence au moment présent, qui sont des choses dont on sait qu'elles sont essentielles à une forme d'éveil, de réalisation de soi-même. L'enfant intérieur avec Steve Tailamé, on arrive, il nous reste à peine 8 minutes pour finir cette émission. Steve, vous avez déjà donné un exemple de ce que pourrait faire le thérapeute pour accompagner quelqu'un, que cette personne puisse se connecter, voire même se reconnecter à son enfant intérieur. Vous auriez encore un autre exemple qui serait significatif afin que ceux qui nous écoutent ce soir puissent comprendre comment il pourrait faire appel à cet enfant intérieur. Et puis, il y a peut-être un petit point tout à l'heure que vous avez soulevé, c'est le dialogue. Peut-on lui parler? Peut-on communiquer avec, même si on ne va pas forcément voir le thérapeute? Et ce qui serait bien, c'est de l'écouter aussi. Oui. C'est ça. Alors l'écoute, elle passe par les sensations. Comme une forme d'intuition, cette petite voix, on pourrait considérer que c'est une petite voix, celle de l'enfant intérieur, qui nous parle de temps à autre. Ce côté espiègle, ce côté du jeu, ce côté où on est spontané, on ne réfléchit pas, on fait quelque chose qui nous fait du bien, qui nous apporte du bien à l'enfant intérieur. C'est qu'on l'écoute. Dans une société où on est... où la valeur du travail est très importante, où maintenant, même quand on est en week-end, on peut recevoir un mail de sa direction et on est quand même fautif, même si c'est le week-end, si on n'a pas répondu. Donc, des choses comme ça. Donc, où il y a cette espèce de pression, écouter son enfant intérieur, ça peut être accepter de se dire, aujourd'hui, je m'accorde 3 heures de cocooning. Ça aussi, c'est un peu superficiel quand je le dis comme ça, mais selon l'état d'esprit dans lequel on est, ça, c'est reconnaître une part de nous qui a besoin d'être dans le jeu. Et pour parler d'un philosophe, Nietzsche, il dit que la maturité d'un homme, ou d'une femme, de l'être humain, c'est de retrouver le sérieux que l'on avait quand on jouait enfant. Et c'est finalement prendre au sérieux certains de nos besoins. Voilà. Alors dans le cadre d'une séance thérapeutique, c'est vrai que c'est très difficile de le faire seul au début.
Donc je pars dans le cadre d'une séance cadrée où on est dans un état quand même où quelque part la censure intérieure, on est accompagné par le thérapeute. Il y a véritablement un dialogue. Alors, des étapes importantes, c'est la reconnaissance. Je te vois. On est très proche de Ho'oponopono, là. Désolé, pardon, merci. Je t'aime. Je te vois. Je suis désolé de t'avoir laissé là, tout ce temps. Et je suis désolé de l'état dans lequel tu te trouves. C'est quelque chose de très puissant. Hein. C'est un. Les personnes en général, elles pleurent. Hein, faut quand même être clair, parce que il y a vraiment un désamorçage qui s'opère. Je suis là pour toi. Je sais pourquoi tu es comme ça, et je te félicite de ce que tu vas devenir, parce que je sais à quel point ça a été difficile pour toi. J'ai confiance en toi. Et maintenant, je vais t'accompagner pour être celui ou celle qui va jouer le rôle de ton grand frère, de ta grande sœur, de ton père, de ta mère. En tout cas, de l'adulte bienveillant que peut-être tu n'as pas eu autour de toi parce que autour de toi, il n'y avait pas cette certaine compréhension. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais maintenant, je vais t'aider à évoluer positivement. Parce que je t'aime, parce que tu es moi. Et qu'en te rejetant, je me suis rejeté moi-même. Ça, c'est le type de choses, là, je le dis comme ça. Mais dans le cadre d'une séance, même ça va là, beaucoup plus loin. C'est un exemple que vous donnez, oui, tout à fait. Et puis ça dépend aussi de la personne que vous avez en face de vous. Bien sûr. Il y a des personnes avec... De l'état de la personne, qui est en face de vous. De toutes les façons, il y a des personnes avec qui ça va être frontal comme ça, lors d'une séance. Mais ça va toujours être amené de biais par rapport à une problématique. Et puis parfois on peut contacter certains aspects de l'enfant intérieur, qui peut d'ailleurs parfois être l'aspect du juge, parce qu'un enfant qui est jugé en permanence sans avoir vraiment de signes de reconnaissance ou d'estime profonde peut développer un juge très fort. Donc on peut passer, il y a plein d'autres sous-personnalités psychoactives auxquelles on va s'adresser, en tout cas avec lesquelles moi je travaille, et qui petit à petit permettent de guérir cet enfant qui possède lui-même des sous-personnalités psychoactives, de juge, de sabotage, de victime, même de bourreau. Hein. On peut avoir un enfant intérieur blessé qui est très méchant. Hein. Cet enfant intérieur qui est partie intégrante de nous, de notre être, de l'individu. On ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle ce soir. Je pense pour interpeller, pour éveiller toutes celles et ceux qui nous écoutent. Oui, et je voudrais dire, on a presque terminé, c'est qu'il y a toute la représentation de l'enfance et de l'enfant qui est en jeu. Ce mépris en fait de notre enfant intérieur, il est éducationnel. Il vient d'une certaine forme d'éducation, mais il vient surtout d'une certaine philosophie, d'une certaine façon de percevoir les choses, où on a longtemps considéré que l'enfant allait devenir quelqu'un. Ça a été vraiment le cas et on porte ça en nous. Finalement, l'enfance, c'est une étape qu'on doit passer. Mais l'enfant ne sait rien, l'enfant est ignorant, l'enfant fait des bêtises, l'enfant est inconscient. Et puis on va devenir quelqu'un de raisonnable au fur et à mesure. Ça, c'est une chose qui a été bien imprégnée. Et la façon dont nous traitons cet enfant intérieur est le reflet de la façon dont on a considéré les enfants et dont on a considéré l'enfance. Depuis le XXe siècle, depuis Freud et puis Jung et puis Dolto et puis tous les psychologues et les psychiatres et spécialisés chez les enfants, on sait, il y a eu vraiment un retournement que notamment des philosophes comme Nietzsche ou Spinoza avaient déjà initié, où on reconnaît que l'enfant est une source de compréhension, que l'intuition de l'enfant est une vérité. On retrouve d'ailleurs des textes, dans des textes sacrés, hein, la vérité sort de la bouche des enfants, des choses comme ça. Ou même, on sait que l'enfant, pour parler en termes spirituels, est une âme. Donc même si c'est une âme qui est incarnée, qui est là et qui a un moi, c'est une âme.
L'enfant intérieur, il y a tellement pas dit, Oui. il y a tellement à dire, pardon, sur ce sujet. Je me demande même si on fera pas un deuxième volet, mais Très on verra. certainement, c'est possible. Oui. Voici les Avec messages que plaisir. je reçois. Bonsoir, je suis au travail, je vous écoute. Très belle émission. Merci pour cette personne qui est au boulot et qui est en train de nous écouter sur l'enfant intérieur. Merci à vous d'être présent. Et Merci. puis là, c'est autre chose, mais je verrai avec vous hors antenne un second message, mais qui vous concerne, Steve Tailamé. Ah bah, encore décidément. Oui, mais on verra ça tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je crois que vous revenez mardi soir sur cette antenne, oui, demain soir, à partir de 21h.